La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. C'est comme le serment de l'Hippocrate qui donne aux médecins ce privilège de soigner et de ne mettre en exergue que le soin de son patient. La République démocratique du Congo est également ce malade qui a besoin d'être soigné par des médecins. Ce médecin dont la plupart aujourd'hui, la terminologie le désigne comme de politique. Qui est ce politique qui peut avoir la charge d'un grand pays à dimension continentale comme la République démocratique du Congo, 2 345 000 km². La première génération dans cette politique qu'on a connue les années 60, pratiquement 5 ans de conflit entre politiques. De 1960, le 30 juin, jour mémorial et jour de l'indépendance du pays, inaugure déjà le conflit entre Kasavubu et Lumumba avec le monde occidental. S'en est suivi la mort de Lumumba et bien entendu changement de gouvernement à tout bout de champ. On parlera de Adoula, on parlera de Tchombe, on parlera de vice-premiers ministres qui ont joué des rôles comme Antoine Gizenga, etc. Et pendant cette période de rébellion qui frise à gauche et à droite, on parle de Moulélé, on parle de l'autre côté de Soumaïli, on parle, etc. La liste n'est pas exhaustive. C'est cette première génération qui a laissé cette marque de conflit interminable. Le maréchal Mobutu prend le pouvoir en 1965, le 24 novembre. S'en est suivi un régime de terreur et également de conflits. Et de ce régime va naître un mouvement de parlementaires qui va à l'encontre de la dictature qui veut instaurer la démocratie. Cette lutte au pouvoir acharnée va, en 1997, le 17 mai précisément, voir la coupure, un coup d'État militaire avec l'entrée de l'AFDEL. Le combat de l'UDPS, fatigué, n'a pas pu prendre le pouvoir. C'est Mouzé qui prend le pouvoir. Il sera assassiné 3 ans après. Le combat continue. C'est Joseph Kabila, après 18 ans. On parle également de la dictature. Tout ce qu'on veut entendre, c'est la première passation pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Premier mandat passé, c'est le deuxième qui commence et le dernier. On parle de la révision constitutionnelle, l'agression rwandaise avec son supplétif, le terroriste du M23 et certains Congolais, politiques, etc., qui adhèrent également à ce mouvement. On est dans un tournoi que le philosophe appelle un cercle vicieux. Quel remède donner à ce pays pour sortir ce pays de ce désordre, de cette guerre, de ce problème, de conflit? On en parle aujourd'hui et la seule question fondamentale, quel avenir pour la République démocratique du Congo d'ici 2028? C'est un politologue, il s'appelle Fumutoto Basanga, il est président d'un parti politique que nous connaissons, ce parti qui a inauguré la 3e voie ici en République démocratique du Congo, de peser le pour et le contre et de prendre le positif et de rejeter le négatif. Il est avec nous. Également parmi les fondateurs de ce que nous appelons le mouvement de communicateurs de l'Union sacrée. Vous êtes avec nous sur ce plateau. Comment ça passe? Comment ça marche? Au rythme du Congo, avec l'intention de finalement changer et surtout positivement les choses. Passer de la tenance à l'alternative aux souffrances de notre peuple
Et c'est déjà ça le dilemme. Alors, voilà un peu l'introduction. On sera bilingue si vous voulez, parce qu'il y a deux gens qui viennent vous entendre parler, expliquer les choses en lingala. Fumutoto, 64 ans après, qui est l'homme politique congolais aujourd'hui? Lorsqu'on regarde ce cercle vicieux des conflits interminables et de dialogues qui sont organisés avec des résolutions qui n'ont jamais été suivies, qui n'ont jamais été mises en application, on se pose la question, qui est l'homme politique congolais? Est-ce que nous pouvons lui faire confiance? Merci. Vous avez posé d'abord une première grande question. L'avenir du Congo, c'est comment demain? Et vous avez posé une deuxième question. Qui est l'homme politique congolais? Bon, parce que je pense que c'est une chronique politique. J'aurais souhaité qu'on puisse dire qui est le politicien congolais. Parce que ça sonne un peu dans un contexte péjoratif. Hein, justement, lorsqu'on parle de politiciens... Dans le pays des tiers-monde, on trouve des politiciens et non des hommes politiques. Dans les pays développés, on trouve des hommes d'État et des politiques. Très bien. Et donc, en sciences politiques, on parle de l'homme politique pour parler dans le sens positif, constructif du terme. On parle du politicien pour indiquer le fait que il y a des gens qui gèrent leur pays, ils se retrouvent, mais la communauté ne se retrouve pas. Ou sur laquelle le pouvoir politique est exercé ne se retrouve pas. Donc, en politique congolais, le débat reste ouvert. Dans une sorte de donisme dans la politique. Donc, le vrai problème, nous disons au niveau de la troisième voie, si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Très bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous souffrons, nous au niveau de la troisième voie comme courant de pensée, nous pensons que parce que nous n'avons jamais voulu poser les problèmes. Si nous avons bien posé les problèmes du Congo et les moyens d'y remédier, nous pouvons même capitaliser l'agression rwandaise pour le développement du Congo. Parce que tous les pays développés sont développés pendant ou après les guerres. Je ne connais pas, peut-être, je peux me tromper. Est-ce que vous pouvez me donner l'exemple de ce pays aujourd'hui développé qui n'a pas connu de guerre? Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut pas parler du développement d'un pays en guerre. Or, lorsque le pays est en guerre, ce pays est inspiré de la plus haute fonction de l'État qui est la fonction sécuritaire. Si vous amenez un pays en guerre, même pendant 50 ans, vous êtes en train de préparer ce pays à se sécuriser pendant plus de 200 ans. Parce que quand vous invitez un pays en guerre, vous lui demandez de développer ses capacités d'attaque et de défense et de sûreté. Vous voyez un peu ça? Et tous les pays qui ont connu la guerre ont aussi avoir leur armée ou les armées à leur demande. Et aussi la capacité de produire. L'Angola a connu plus de 25 ans de guerre. Aujourd'hui, l'Angola fait partie des puissances sous-régionales. Des puissances militaires sous-régionales. Donc, même les conflits, est-ce que les Français n'ont pas de conflits entre eux? En sciences sociales, politiques et administratives, parmi les théories, la théorie la plus importante en sciences sociales, c'est la théorie des conflits. Parce que il n'y a pas de société, de famille, de mariage sans conflit. Le conflit est une valeur sociale. Parce que seul le conflit nous permet de connaître les positionnements des intérêts et des acteurs. Et si on connaît le conflit, on est capable de le résoudre pourvu que tout le conflit que nous créons ne puisse pas faire tomber en plus bas le Congo. Alors, maintenant, nous disons que le vrai problème du Congo, c'est l'homme congolais. Le Congo est un problème d'homme, de culture et d'organisation. La politique ne développe pas le pays. C'est l'individu cultivé qui cultive la culture politique dans son pays et qui entraîne le développement.
Et la politique ne vient qu'encadrer le développement culturel d'un peuple. Nous avons au Congo des politiciens, 95%, et des hommes d'État, moins de 10%. C'est ça le vrai problème. Le Congo n'a pas d'avenir parce qu'il n'y a pas un pays qui s'est développé seul sans l'homme politique. J'ai fait un débat avec un juriste là, où j'étais en train de lui dire qu'aujourd'hui on parle par exemple, parlons du changement de la Constitution. C'est un très bon débat. Ceux qui sont pour n'ont pas raison et ceux qui sont contre n'ont pas raison. Parce que personne ne vient, par exemple, pour ceux qui sont contre. Non, ne touchez pas à la Constitution, ce n'est pas le moment. Quelle est l'opportunité de changer cette Constitution? Mais alors, vous pouvez poser la question à cette personne-là. Qui bat une Constitution dans un pays? Vous lui posez une deuxième question. La Constitution est un document, une loi, un pacte, propriété de qui? Les néophytes vont vous dire c'est le peuple. Non, la Constitution n'a jamais été un document du peuple. Une loi du peuple. Comment ça? Mais c'est ça. Mais c'est un contrat social. Ah! Vous voyez, quand vous posez la question à un juriste, c'est quoi la Constitution? Tout de suite, il répond bêtement. Excusez-moi les termes. C'est une loi fondamentale. La Constitution n'est pas une loi. La Constitution est un pacte social. Exactement. Et un pacte social est plus qu'une loi. Inclut et dépasse une loi. Toutes les dispositions de la Constitution ne sont pas coulées en termes de loi. Non, non. D'ailleurs, chaque fois que la Constitution soulève une valeur, elle finit par dire une loi organique organise. Ça veut dire que la Constitution n'est pas une loi. Et elle-même, dans son contenu du début jusqu'à la fin, ne s'est jamais appelée une loi. Mais c'est plutôt les gens qui ne savent pas comprendre la Constitution. Et tout de suite, quand on veut parler de la Constitution, on nous fait appeler les constitutionnalistes. C'est eux qui comprennent mieux la Constitution. Non, mais un constitutionnaliste ne connaît rien de la Constitution. Je le dis. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Pourquoi? Parce que la Constitution n'est pas initiée par un scientifique. La Constitution n'est pas rédigée par les scientifiques. La Constitution n'est pas approuvée par les scientifiques. La Constitution n'est pas promulguée par un constitutionnaliste, juriste soit-il. Qui peut me contredire? Il existe à travers le monde 3 types de constitutions. Singulièrement. La constitution octroyée. Ça veut dire les chrétiens et la Bible. Est-ce qu'il y a eu à réunion de tous les chrétiens pour adopter la Bible? La loi, les psaumes, les prophètes, l'évangile et aujourd'hui la vengeance. Non. Nous avons créé un homme, nous avons créé un Dieu qui s'est révélé à travers les prophètes, les apôtres et la parole faite chair, et il nous a donné des lois et nous avons accepté. Si vous prenez Deutéronome chapitre 33, verset 4, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'Assemblée d'Israël. Moïse était roi en Israël. C'est la constitution octroyée. Les 10 commandements et les plus de 600 commandements que Moïse avait donnés étaient donnés par Dieu et Israël a adopté, a accepté. Je peux vous prendre politiquement. La loi fondamentale belge nous a été octroyée par les Belges pour dire, avant d'organiser les élections, d'organiser la constituante, adaptez-la voilà, à avant, vos conditions sociales, voilà, avant d'avoir votre propre constitution, parce que vous aurez la campagne constituante et la campagne législative, après la décolonisation, voici la loi fondamentale belge. C'est une constitution octroyée. Ce n'était pas rédigé par les Congolais. Deuxièmement, nous prenons la constitution pacte. Le pouvoir de Kinshasa, patronné par Joseph Kabila, est secoué par des rébellions. Je prends les différentes fractions du RCD Goma, non RCD, parce qu'on dirait RCD KML, RCD Goma, c'est déjà ils sont divisés. Vous prenez de l'autre côté le MLC et d'autres mouvements rebelles.
Une rébellion n'a pas pour mission ou pour objectif de négocier avec le pouvoir qu'il combat. La rébellion est un désordre dans l'ordre établi qui a pour but ou finalité de renverser l'ordre en place. Les différentes rébellions ne réussiront pas à renverser Mouzé Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Ils ne réussiront pas non plus, elles ne réussiront pas non plus à renverser Joseph Kabila. Le gouvernement de Kinshasa ne saura pas non plus renverser les différentes rébellions. Dans cet échec mutuel, il va aller à Sun City 1, Sun City 2. Nous aurons une proposition de constitution et finalement, nous avons Joseph Kabila qui va nommer les parlementaires lui-même, instituer une commission, et c'est une commission des parlementaires non élus qui va rédiger la constitution et présenter celle-ci au peuple par un référendum qui n'a pas été précédé par une loi référendaire. Ça n'a jamais existé dans le monde. On appelle ça la constitution des belligérants ou la constitution pacte. Les hommes forts entre eux. Mais quand vous prenez le premier alinéa ou la première ligne de cette constitution, dans le préambule, on dit nous, virgule, peuple congolais réunis à Sun City, je complète. Est-ce que les délégués de l'opposition qui se sont retrouvés à Sun City, que ce soit l'opposition non armée, que ce soit l'opposition armée, que ce soit les délégués de la société civile, que ce soit les délégués du pouvoir, ils ont reçu le mandat par quel peuple? Parce que Kabila lui-même est entré au pouvoir à la suite de l'assassinat de son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, en 2001. Kabila n'a jamais été élu par le peuple avant le 6 décembre 2006. Tous les parlementaires de cette transition-là n'ont jamais été élus par le peuple avant les élections de décembre 2006. Maintenant, quand on dit la constitution là, c'est le peuple. Vous ne comprenez pas vous-même que le peuple là, ce n'est pas les constitutionnalistes. Le peuple là, ce n'est pas la majorité des votants. Le peuple là, ce sont les leaders de mouvements de la société civile, politique et du pouvoir. Maintenant là, les constitutionnalistes viennent faire quoi lorsque nous voulons changer ou réformer une constitution? Ce n'est pas les constitutionnalistes qui donnent une constitution. C'est les leaders politiques de ce temps-là. Donc vous estimez que le constitutionnaliste n'ont rien à faire, n'ont aucun apport dans ce que nous voulons, dans ce que vous estimez revoir la Constitution. Non, je voudrais que les politologues qui dorment, qui sont distraits et qui laissent un grand débat de la Constitution entre les mains des non-initiés qui sont les juristes, je voudrais qu'ils se réveillent. Un juriste a quel rapport avec la Constitution? La Constitution est un document politique. La Constitution est un pacte politique. Et dans son esprit et dans sa lettre, dans chaque Constitution, on trouve deux parties. Les droits et devoirs politiques et les droits et devoirs communs. Dites-moi, la Constitution que nous avons ici, qui l'a initiée, c'est un constitutionnaliste ou c'est l'homme politique, c'est Joseph Kabila et ce qui est autour de lui? Si nous voulons changer la Constitution aujourd'hui, c'est un constitutionnaliste qui change la Constitution ou bien c'est le président Tshisekedi qui dit je vais changer cette Constitution et il nous appelle, nous les experts, pour accomplir techniquement ce qu'il veut. Donc vous êtes des experts parce que vous êtes politologue. Les juristes ne sont pas experts parce qu'ils ne sont pas politologues. Merci, ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Tu m'as bien vraiment secoué avec cette question. Quand on parle de l'État, les juristes déclinent l'État par 4 éléments constitutifs. Qu'est-ce qu'ils disent? L'État signifie l'élément humain, ça veut dire le peuple. Le deuxième élément, l'élément spatial, c'est-à-dire le territoire. Le troisième élément, c'est le pouvoir originel. Et le quatrième élément, c'est la reconnaissance internationale. Tous ces aspects-là sont politiques. Je voudrais poser la question à ceux qui nous suivent pour qu'ils comprennent. Entre le peuple et la politique, qui est plus grand? Et entre la politique et la constitution, qui est plus grand ou plus grande? Je réponds tout de suite. Le peuple est inférieur à la politique. Tous les peuples du monde, tous les territoires des pays du monde ou des nations du monde, tous les pouvoirs originels et toutes les reconnaissances internationales ont été créés par les acteurs politiques et non par les constitutionnalistes, oui ou non?
Allez-y. Alors, lorsqu'on veut débattre la Constitution, les juristes viennent faire quoi? Il s'agit d'une visée politique. Il s'agit d'une pensée politique. Alors, il s'agit d'une vision politique. Un juriste n'a pas une pensée politique. Le juriste n'a pas la pensée politique. Le juriste est un expert dans une des sections de l'État. Un sociologue n'est pas... J'arrive. N'a pas la pensée politique. J'arrive. C'est un débat scientifique que je soulève et un débat historique et politique. Les juristes étudient une des sections de l'État, la section normative de l'État. C'est ça le droit. Dans un État, on trouve un ministère chargé des questions de droit. On peut trouver un ministère des droits humains. On peut trouver un ministère de la justice. Mais est-ce que l'État se résume au sein du ministère de la justice? Le ministère ayant le droit et devoir humain n'est qu'un aspect de la vie nationale. Mais est-ce que dans un État, vous n'avez jamais trouvé un ministère chargé des questions politiques? On trouve un ministère chargé des questions économiques. On trouve un ministère chargé des questions des affaires étrangères. On trouve un ministère chargé de la fonction publique. Mais on n'a jamais trouvé dans un État du monde un ministère chargé des questions politiques. Vous savez pourquoi? Bon, parce que la politique, c'est la politique. Tout cela est inclus dans la politique. Vous avez répondu. Alors, on va évoluer. Non, mais vous avez répondu. En ce moment-là, quand je dis que le Congo a un problème d'homme, un problème d'écriture, un problème d'organisation, si on veut changer une constitution, on ne sait même pas quel est le premier expert scientifique qu'on veut consulter. On va aller tout de suite chez les constitutionnalistes. Mais il vient faire quoi? Parce que la constitution, c'est l'affaire de l'homme politique. Ce n'est même pas du politologue. Mais comme c'est le politologue qui étudie l'homme politique comme objet de son étude, le politologue est plus important dans un débat de la constitution qu'un juriste. Alors, parce que le juriste vient dans la constitution lorsque la pensée politique est déjà soulevée, la visée politique est déjà connue, l'intérêt politique est déjà défini. Maintenant, on va avoir les garde-fous, alors qu'on a besoin d'un juriste pour dire oui, nous voulons 7 ans de mandat, alors allez articuler ça. Les juristes, on aura besoin d'eux lorsque nous voulons déjà rédiger une nouvelle constitution. Les idées sont déjà fixées et les idées que nous fixons pour l'élaboration d'une nouvelle constitution sont les idées d'ordre anthropologique. Anthropologue est précédent. Les idées d'ordre sociologique, le sociologue est précédent. Les idées d'ordre philosophique, le philosophe est là. Et l'intérêt politique, le politologue, c'est le premier parce que lui doit comprendre l'esprit de l'État et de la mise en place et de l'homme politique qui domine en ce moment-là. Donc il faut ressortir la pensée de Tshisekedi, l'anthropologie politique, la sociologie politique et l'histoire politique pour battre une nouvelle constitution. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'État. Et c'est ce quand même qu'on appelle l'esprit de la loi. Maintenant, comment on peut, lorsqu'on veut engager un débat de la constitution, se référer directement aux constitutionnalistes? Et les constitutionnalistes est expert en sciences politiques? Non. Les constitutionnalistes est expert en questions diplomatiques? Non. Là, vous minimisez. Je ne minimise pas. Je suis en train de faire la promotion des sciences po que les Congolais ignorent. Et j'assume ce que je dis. La promotion des sciences politiques que les Congolais toutes ignorent. Les sciences sont complémentaires. Il n'y a qu'une science. Se retrouvant en une. Non, non, non. Toutes les sciences sont complémentaires. Mais je voudrais tirer l'essence de la troisième voie de ce que j'ai dit, la pondération de la science de Sciences Po dans l'organisme humain. Si je prends le droit, c'est comme votre bras gauche. Et je prends l'économie, c'est comme votre bras droit. Si je prends la médecine, c'est comme votre oreille. Et je vais prendre le ministère de la Jeunesse, c'est comme votre nez. Mais votre tête et votre cerveau sont-ils extrémistes? La politique, c'est le sang qui circule dans tout votre corps. La politique, c'est votre respiration. Et la politique, c'est votre cerveau par rapport aux autres sciences. Quel avenir pour la République démocratique du Congo? Et parlons maintenant de l'homme politique congolais. Qui est-il? Aujourd'hui, avec tous les conflits que nous avons connus dans le pays, en partant des années 60 jusqu'à aujourd'hui 64 ans. Est-ce qu'il a le sens de la responsabilité? Je termine sur la Constitution. Je parle de la Constitution octroyée. Ce sont les leaders politiques belges qui nous ont octroyé la loi fondamentale belge. Ce n'était pas des constitutionnalistes. Et les politologues est mieux placé pour étudier l'esprit des Belges lorsqu'ils nous octroyaient la loi fondamentale belge, l'esprit de Lumumba, l'esprit de Mobutu, l'esprit de Kasavubu, et tirer les conséquences positives ou négatives. Ce n'est pas les juristes.
Maintenant, la constitution pacte que nous appelons aujourd'hui la constitution de San City, elle nous a été octroyée par le régime de Kabila, Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, et Azarias Ruberwa et les autres. Et vous allez trouver qu'à l'intérieur de cette constitution, ils se sont sécurisés. Par exemple, lorsque, à cette époque-là, Kabila n'avait pas 30 ans, est-ce que la constitution-là devait dire, pour être chef de l'État, il faut avoir plus de 35 ans? La constitution ne pouvait pas le dire parce que celui qui domine à cet état-là a moins de 30 ans, a moins de 35 ans. Voilà pourquoi on réduit, pour être gouverneur, président de la République, 28 ans révolus, c'est fini. C'était pour répondre à l'esprit de Kabila, parce qu'il n'avait pas un âge. Comme à ce moment-là, le niveau d'études de Kabila n'était pas sincèrement connu, est-ce que vous voyez qu'on dit qu'il faut être licencié directement pour être chef de l'État? Non. Parce qu'on devait tenir compte du niveau académique de celui qui dominait à cet état-là. C'est le politique. Donc, elle était personnalisée. Toutes les constitutions du monde sont personnalisées. Soit qu'elles sont personnalisées au terme de l'individu qui domine, ou bien elles sont personnalisées au terme de l'idéologie politique de la classe dominante. Alors que le juriste te dit cette loi doit être impersonnelle. Il n'y a pas de loi impersonnelle dans le monde. Donc vous refutez cette thèse-là du fait de loi impersonnelle. Moi, je fais la science théorique et pratique à la fois. Tu vois, je ne suis pas de l'école qui a dit enseignons noir à croire et non à raisonner. Quand je parle là, même un juriste qui est jaloux de moi va comprendre que je dis la vérité. Toutes les lois du monde, toutes les constitutions du monde reflètent la vision et l'idéologie de la majorité au Parlement et au gouvernement. Vrai ou faux? Comment vous allez dire qu'elles sont impersonnelles? Donc si aujourd'hui le bruit qui court dans les rues et qui commence à devenir personnalisé parle de la révision constitutionnelle, donc c'est pour une partie dont on appelle la majorité au pouvoir, dans l'union sacrée. Mais il faudra... Donc on veut refuser en faveur de l'union sacrée au pouvoir. Non, il faut que je réponde. À vous entendre parler parce que les gens nous suivent. Non. Donc vous affirmez aujourd'hui, par votre réflexion, que cette révision qui est en cours, qui profile, c'est pour maintenir ou en faveur de l'union sacrée. Je voudrais être très concret. Et l'union sacrée, c'est le président. Suivez-moi. Oui. La campagne législative n'est pas confondre avec la campagne constituante. Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Allez-y. Lorsque nous sommes allés aux élections de 1960, il y avait des campagnes. La campagne constitutionnelle, c'est dit comme ça, et la campagne législative. La différence, c'est que lorsque nous battons une campagne pour le changement de la Constitution, nous menons un débat politique sur nos visions, nos visées et nos intérêts politiques sur le sens de la forme et du fond que la Constitution doit prendre. Je vous donne les élections de 1960. C'était comment? Les visées, les visions et les intérêts politiques opposaient les unitaristes et les fédéralistes. Qui ont gagné ces élections? Ce sont les unitaristes. Voilà pourquoi notre constitution prend toujours la forme unitaire, mais avec beaucoup de difficultés. C'est pourquoi vous voyez dans l'article 220, on dit seulement tout peut être changé, mais on ne peut pas changer la forme républicaine de l'État. C'est une aberration. Est-ce que la République, c'est la forme de l'État ou c'est le fond de l'État? Mais vous savez pourquoi on a maintenu cette aberration? Parce qu'il y avait un débat sans cité entre les fédéralistes et les unitaristes, mais qui ne se sont pas attendus. Ils ont dit, cherchez un mot, parce qu'on ne saura pas aborder ce débat. Et vous pensez que le contexte actuel du pouvoir, le contexte actuel de réalité de pays, peut nous amener à changer la forme de l'État? Aurions-nous le contrôle sur les États fédérés? Non, mais actuellement, la forme de l'État est confuse. Et ça reflète un État unitaire fortement décentralisé. Un État unitaire ne peut pas avoir des collectivités locales qui ont une autonomie juridique, organique et financière. C'est une aberration. Donc, bitoto. Maintenant, pourquoi ce bitoto? Parce qu'il y avait les rébellions qui étaient fortes, que le pouvoir n'a pas si maté. Il y avait un pouvoir de Kinshasa que les rébellions n'ont pas si renversé. C'est ça la constitution pacte qu'on appelle la constitution des belligérants.
Maintenant, est-ce que nous sommes encore dans l'époque de belligérance où nous voulons arranger très bien notre République? Même si on n'aime pas Tshisekedi, si on comprend c'est quoi la constitution d'une République, on ne peut pas refuser qu'on ne change pas la constitution. D'ailleurs, lorsqu'on veut changer la constitution dans le monde entier, il y a des théories. La première théorie consiste à dire, nous voulons changer la constitution, bien sûr avec des visées idéologiques, mais ce changement ne peut pas profiter à celui qui exerce le pouvoir d'État et auteur du changement. Alors, je voudrais poser une question. Je vous relance justement dans votre réflexion. Je ne voudrais pas qu'il y ait, de break dans ça. Alors. Pendant que vous répondez à la question, dites clairement à ceux qui nous suivent, quels sont, en fait, parlons en termes de... Parce que c'est un terme un peu de conflit, parlons en termes de griefs. Hein, quels sont les griefs ou quels sont les postes négatifs que vous avez ou le... Qu'est-ce que nous reprochons à cette constitution pour souhaiter son changement? Voilà, de 2006. Qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution? Il faut répondre tout de suite là que l'Union sacrée n'a pas encore siégé comme corps politique, mais on en parle déjà. Non, mais c'est déjà, un désordre. Les partis politiques. C'est déjà un désordre. On ne peut pas le dire de cette manière-là. Nous devrions, en tant que famille politique, le dire à l'interne, soulever les faiblesses. Est-ce que ça existe, cette famille politique Union Sacrée? C'est pourquoi je dis qu'il y a un désordre. On entend qu'il y a un désordre. Ça existe parce que le gouvernement a été composé sur base de représentativité de l'Union Sacrée. La gestion. Et puis l'Assemblée nationale, nous avons une coalition là-bas. Le Sénat, nous avons une coalition là-bas. Quand je dis désordre, ça veut dire nous existons, mais il y a des choses qu'il faut corriger. Mais je ne dis pas que l'Union Sacrée n'existe pas. Maintenant, c'est ça le problème. Ça se fait comment? Je voudrais vous répondre trop clairement. Le premier, c'est qu'en sciences politiques, il y a des théories, il y a des pratiques à travers le monde. Il y a le changement de la constitution qui ne fait pas profiter au président en exercice. Il y a aussi le changement de la constitution qui fait profiter au président en exercice. Pour preuve, la France est dans sa 4e vers sa 5e république. Toutes ces constitutions précédentes ont été changées. Mais qui les a changées? Qui les a proposées et qui par moment autres les a retirées? Ce n'étaient pas des constitutionnalistes, c'était des acteurs politiques. De Gaulle et les autres, vous les citez. Maintenant, quand vous me posez une question, quelles sont les raisons normales, profondes? Parce qu'il y en a même qui réagissent. Est-ce que la constitution des autres qui s'habillent pas sa sociale? Est-ce que la constitution... Ils ne comprennent pas ça, des néophytes, ils ne comprennent pas. Le débat de la constitution est un débat éminemment politique, éminemment scientifique, éminemment idéologique, éminemment spirituel. Les raisons. Les raisons, pour moi. Je dis que les raisons que j'avance sont les miennes. J'ai 3 intérêts dans ce que je vais dire. Un intérêt spirituel, en tant qu'homme scientifique, en tant qu'homme spirituel. Une première raison, raison spirituelle. En tant qu'homme d'État, homme spirituel, homme de Dieu, je vais proposer au peuple congolais une constitution qui reflète notre ADN spirituel. En tant que politologue, je vais expliquer tout à l'heure là les raisons profondes, politologiques qui nécessitent, qui méditent en faveur du changement de la constitution actuelle. Et en tant qu'acteur politique, je vais prouver l'intérêt que j'ai pour que cette constitution change. Spirituellement, toute autorité vient de Dieu. Et donc, toutes les constitutions du monde entier ont été initiées par les hommes politiques que Dieu a suscités. Mauvais ou bon, toute autorité vient de Dieu. Si c'est un dirigeant mauvais, il vient pour vous sanctionner à cause de vos défauts, à cause de vos péchés d'il y a longtemps ou d'il y a peu. Donc, ce n'est pas par accident que nous avons connu des dictatures, que nous avons connu des mauvais dirigeants. Non. Ça, vous connaissez ce qu'on appelle spirituellement le karma. Deuxièmement, sur le plan scientifique, est-ce que le Congo est un royaume de Kabila? Est-ce que le Congo est un royaume de l'AMP? Est-ce que le Congo est un royaume du PPRD? Est-ce que le Congo est un royaume de l'IDPS? Est-ce que le Congo est un royaume de l'Union sacrée? Non. Dans la forme de l'État, on a l'unitarisme, le fédéralisme, le gouvernement provincial et beaucoup d'autres. Mais dans le fond de l'État, l'État moderne n'est que monarchique ou républicaine. Royale ou républicaine. Et vous pouvez prendre l'exemple en France. La démocratie belge est royale. La démocratie française est républicaine. Là, les gens comprennent, non?
Oui, anglaise, elle est royale aussi. Mais la démocratie anglaise, elle est royale, mais toutes sont des démocraties. Espagnole, merci. Tout ça. Quand nous nous battions contre les Belges en 1960, nous avions des combats. Nous décoloniser, nous de l'emprise coloniale belge, et deuxième chose, décoloniser les peuples de la dictature de ses dirigeants. Nous avons connu des libertés. La libération du Congo qui est sous occupation des Belges et la libération du peuple de la monarchie. Maintenant, nous avons appelé notre pays République démocratique du Congo. Pour qu'il y ait une république au sens réel et profond du terme, il faut que les constituants républicains puissent poser des actes d'envergure, de haute envergure. Même si le pouvoir est ici d'un putsch ou d'un coup d'État, le préalable en sciences politiques est le suivant. Il faut au préalable que ceux qui vont venir avec la proposition de la Constitution pour le soumettre au référendum autour du peuple, chez le peuple, soient au préalable élus du peuple. Deuxième chose, ceux qui ont été élus par le peuple, qui ont bâti la campagne constituante et que le peuple a compris, la durée lors de la campagne pour l'élaboration ou d'une nouvelle constitution, le peuple a déjà accepté que le mandat passe de 5 à 4 ans. Parce qu'on peut aussi changer la constitution en réduisant le nombre de mandats. Parce que les Français étaient à 7 avec Giscard et les autres. Ils sont revenus à 5. Les Américains n'ont pas commencé avec 4. C'était très élevé. Chirac a accepté. Voilà. Il faut que les gens comprennent. Maintenant, lorsque vous battez cette campagne, parce qu'on ne peut pas changer la constitution sans campagne constituante, il faut que les gens découvrent. Il faut qu'il y ait des débats contradictoires. C'est pourquoi je dis que l'Union sacrée doit s'organiser. Sinon, nous risquons... Donc, en d'autres termes, en vous entendre parler en tant qu'expert, donc, plusieurs de ceux qui amènent cela déjà sur la place publique... Et ceux qui contestent et ceux qui sont pour sont des ennemis de notre peuple. On tort de le faire. Voilà. Parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un débat autour de l'Union sacrée pour dire nous voulons changer la constitution. Voici les options fondamentales du point de vue spirituel, du point de vue scientifique et du point de vue politique. Alors, je pose une question en sourdine peut-être. Est-ce que vous avez compris? Je termine un peu. Tout à fait. Dès que nous levons ce débat, exactement, nous commençons à communiquer. Justement, et avec un draft déjà de ce que vous allez rédiger. Voilà. Alors, une question fondamentale. Parce que c'est l'union sacrée. Lorsque le chef de l'État, en passant, a soufflé déjà sur le changement de la Constitution, pensiez-vous que c'était le moment de le faire? N'a-t-il pas déjà jeté en pâture ou bien déjà mis la viande dans la bouche de les chefs de l'union sacrée pour que ça soit déjà débattu dans ce sens-là? Beaucoup de questions et surtout de très bonnes questions. Mais que Dieu nous aide à réussir de bonnes réponses à ces questions. Lorsque les chefs de l'État parlent à partir de l'Europe, qu'il y a possibilité de revoir cette constitution, lui ne fera allusion qu'à la réforme, c'est-à-dire à la révision de cette constitution. Or, la constitution dans son article 218, il dispose: l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, exact, à chacune des deux chambres du Parlement, au gouvernement décidé en Conseil des ministres et au peuple, et à une fraction du peuple exprimée en pétition de 100 signatures. À partir du moment où le constituant lui-même, le législateur lui-même a dit on peut réviser cette constitution-là, mais voici les gens qui peuvent la rédiger. Et même là, vous allez me donner raison. Mais par rapport à la révision de la Constitution, ce n'est pas le peuple qui révise la Constitution. Ce ne sont pas des constitutionnalistes, ce ne sont pas des juristes, ce sont des politiques. Vous avez compris? Pas qu'on dit chef de l'État, le peuple va s'exprimer, le Parlement, c'est de l'accepter au référendum, s'il le veut ou pas. Alors, référendum, ça veut dire que ce n'est pas le peuple qui a rédigé la Constitution, mais on est venu le consulter. Et même si le peuple rejetait la Constitution, il ne rédige pas sa Constitution. C'est toujours l'élite qui viendra avec une nouvelle Constitution et le peuple finira par l'accepter. Et le peuple finira aussi par vous dire le temps actuel, ce n'est pas réservé. Non, ça ce n'est pas le peuple. Non, je dis au référendum, le peuple je vous suspecte d'être politologue comme moi.
Non, écoutez. Non, mais je vous suspecte d'être politique. Non, une partie. Ça, il n'y a que les juristes qui peuvent dire le peuple. Le peuple ne parle pas. Le peuple, comme vous l'avez cité aussi, peut vous dire, bon, je l'accepte. Tout comme aussi le peuple vous dira, ce n'est pas le temps, je ne l'accepte pas. Non. Résolvez d'abord le problème actuel. L'Est du pays. Je voudrais être plus clair. L'Est du pays. Je voudrais. Le social que nous avons. On va arriver. Je voudrais être plus clair. Lorsqu'on est en politique, le peuple n'existe pas. C'est l'opinion et la majorité qui nous intéressent. Tout à fait. Maintenant, même l'opinion qui dira non, ce n'est pas le peuple, c'est l'opinion des autres acteurs politiques qui ne sont pas d'accord avec l'autre camp. Oui, cette pression peut se manifester par des groupes de pression, la société civile et les autres. Mais justement, vous avez compris. Alors, la question fondamentale. C'est-à-dire quoi? Je lis si le référendum, si par référendum, une constitution est rejetée, en principe, ce n'est pas le peuple qui l'a rejeté. C'est le droit de dire non des opposants qui est devenu un pouvoir populaire. Et l'opposition a réussi à convaincre la masse. Et c'est cette masse-là qui est convaincue par l'opposition qui rejette la constitution. Alors, par exemple, lorsque nous sommes allés au référendum de cette constitution en 2005, nous, de l'opposition, nous avons dit non. Mais les gens ne savaient pas que le nom de l'opposition est un droit, mais ne constitue pas un pouvoir public. Capable de mater le pouvoir pour ne pas arriver. Maintenant, je voudrais terminer cette question en disant ceci. Pour qu'il y ait une république, il faut que le législateur, le peuple lui-même, puisse envoyer d'abord les rédacteurs par élection au Parlement. Et qu'on puisse ensuite constituer, on puisse encore, donc le peuple termine à envoyer ses élus, on crée une constituante. Et la constituante est composée du président de la République, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. Les trois ensemble réunis vont instituer une commission qu'on appelle la commission pour la rédaction de la Constitution. L'union sacrée n'est même pas encore là. Le chef lui-même, lorsqu'il a évoqué la question de la révision ou du changement de la Constitution, a dit qu'on peut instituer bientôt une Constitution. Nous devrions, nous, Union sacrée ayant déjà des élus du peuple, dans notre majorité politique, nous ne pouvions parler de la révision de la Constitution que lorsqu'à l'interne, nous avons déjà levé toutes les options. Alors, je termine. Maintenant, voici ce qui se passe en 1960. Nous sommes régis par la loi fondamentale belge comme une transition en attendant que nous puissions terminer la campagne constituante et législative de 1960. Effectivement, nous avons réussi cette étape et nous avons eu Lumumba, premier ministre issu des élections, Kasavubu, président de la République issu des élections, les sénateurs et les députés nationaux. Effectivement, nous sommes bien partis, comme l'exige le sang de la République. Nous avons institué par cette constituante automatiquement la commission des Louabourg, qui était chargée de proposer une constitution qui sera soumise au référendum par le peuple. Là, toujours bien. Mais le conflit entre Lumumba et Kasavubu va nous plonger dans un péché originel qui exige. Là, je réponds quelles sont les raisons fondamentales qui nécessitent que spirituellement, scientifiquement et politiquement, nous puissions chasser cette fausse constitution. Tout de suite. Maintenant, Kasavubu, le président, va nous entraîner dans un péché originel. Il va congédier la commission de Louabourg parce que lui ne t'attendait plus avec Lumumba et que la constituante, c'est-à-dire le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le gouvernement n'ont pas eu le temps d'entériner les résolutions finales de la commission de Louabourg et le président Kasavubu a institué unilatéralement sa propre commission et à travers la fausse commission, il a consulté faussement le peuple et nous sommes allés au faux référendum de 64. Mobutu a imité la même chose. Lui-même est non élu, a nommé des parlementaires, a institué une commission constitutionnelle et est passé par un faux référendum. Je termine là. Passé par un faux référendum. Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001 à la suite de la mort de son père. Lui-même, avant le 6 décembre 2006, n'avait pas le quitus du peuple, n'était pas un élu du peuple. Les parlementaires sont nommés par Kabila. La constitution, la commission constitutionnelle est instituée par Kabila, un non élu du peuple. Et nous sommes allés au référendum avant même la promulgation de la loi référendaire. Ça n'a jamais existé.
encore un faux référendum que nous avons connu en 2005. Pour être une république, nous ne pouvons pas rester dans les péchés originaires. La première raison de changer cette constitution, c'est que nous sommes dans un péché originaire qui ne nous permet pas d'être un peuple, une république respectable. La raison est spirituelle, scientifique et politique. On ne suit pas deux lièvres à la fois. On peut aussi les suivre. Quelle est la priorité aujourd'hui par rapport au contexte? Contexte, il y a guerre, Lelo. Peuple congolais a zokufa pena est. Armée na biso eza kobunda. Tokoyi koloba pendant 30 ans Lelo tokobunda likambo ya est. Ba avancer ezali ba territoire pe mosusu ba ko doit toza ko récupérer toza pe ko avancer. Tokomi na ngonga oyo il faut to lukana nous intégrité territoriale nyonso to récupérer. Na kanisa penza ya solo lokola na loba na terme ya politicien te. Na loba lokola un homme d'État, un politique. Président Fumutoto, vous pensez que c'est le moment de passer la révision constitutionnelle? Voilà. Oui. Question à Souka Yango Wana. Nous allons continuer demain avec vous parce qu'on parle de choses fondamentales qui ont besoin d'avoir des théories scientifiques et les contextualiser avec l'actualité du pays. La place où on a répondu oui et non. Est-ce que c'est le moment? Oui. Parce qu'à partir du moment où l'article 218 est le biboye, nani a koki kosali sa peuple oyo révision et sa opposition te za pouvoir te balo président a koki ko initier des chambres à parlement mutu na mutako initier congrès na congrès ba koki oleka conseil des ministres na gouvernement ko salango et puis notamment ko je ne manque pas pouvoir parce que ata osali pétition il faut que l'Assemblée nationale va apprécier ba koki ko sala à partir du moment où lobby que Moutuna Moutako ko bota posa ya ko changer constitution ko réformer ko réviser constitution batika su ko pekisate opportunité zo uta na moto yo constitution reconnaître les droits so ka lingia sala ali bokonza mboka lokola conseil ndimika ya ko sala parlement lokola conseil lobika est-ce que ba lobika fa tout na ba opposa na société civile bandi mapoasa te opportunité zalika na moto a monique alingi yango salema. Deuxième élément, ce qu'on a lobby pour nanine article 19 219 à constitution lobby boy kasi attendenge to lobby que révision ko salema ce qui y a intérim na présidence de la république mokitane nza kuna président ya zaki eli na peuple azali sous te to aza empêché ce qui état de siège ezali to état de dirigeance ezali tokoki jamais ko tenter révision et lingi ko loba sikoyo pour tout ça la révision to kana bien to lingi to chiter bien pour tout ça la révision il faut tout le état de siège préalable agression guerre et que ça m'appelle pendant la guerre to lobi que nous en guerre na Rwanda article 219 pe boy il faut aussi sana no guerre ensuite tout le état de siège comme intérim les attentes la présidence Tokei. Alors ceux qui pensent que on n'a pas fait par contre ceux qui te limitent à changer constitution to quoi activer article 5 en constitution lobby toute souveraineté émane du peuple où il y a quoi exercer pouvoir n'est pas référendum ou par vote. Donc tokoki ko changer constitution sans que tout dans la difficulté dans l'article 219, tout comme ceux qui ont ça la révision, on n'a pas fini. Changer ma préalable, l'article 219. On n'a pas fini. J'annonce que c'est une série pour permettre aux Congolais de comprendre et d'avoir un vrai débat sur la place publique. C'est ça. Et ce n'est pas un débat où on vient avec non, les sentiments, les opinions, des sentiments d'un parti politique où on fait de déclarations ostentatoires. Voilà. Mais c'est justement qu'il faut réfléchir. Voilà. Et c'est sur base de des éléments scientifiques prouvés, parce que la Constitution, c'est un contrat social. Voilà. Donc un pacte, une alliance. Mais ce qu'il faut aussi, c'est un contrat social entre qu'une élite politique avait proposé que le peuple avait accepté. Alors, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci de nous suivre tout à l'heure à 22h40 sur Molière Canal et de nous suivre également tout de suite sur Tolamuka à 21h. Mais nous sommes toujours avec vous. Demain, nous continuons cette série et nous allons justement évoquer les raisons qui fâchent cette constitution. Il faudrait qu'elle soit revisée. On est tout à fait d'accord. Et le contexte actuel de la Constitution elle-même nous bloque à ne pas la reviser parce qu'il y a l'état d'urgence, il faut lever, il y a l'agression.
Et on nous a également donné d'autres éléments. Dans la guerre, il faut dire que cette guerre n'est pas encore déclarée par le chef de l'État. C'est qu'on peut aussi dire légalement qu'il n'y a pas encore guerre, mais il y a plutôt insécurité. Voilà. Et puis il y a les états d'urgence dans les deux provinces du pays. Voilà. Donc, merci à toi, Demise. Merci à Wilson pour la réalisation. Demise est seul à la prise des vues. Donc, le conscient de l'émission et les plans de coupe, vous avez compris que c'est bien lui. Merci beaucoup. Alors, suivez cette série des émissions Enjeux de l'heure spécialisées justement à la question: quel avenir pour la République démocratique du Congo d'ici 2028? Nous réfléchissons et nous vous recevons encore demain en direct à 17 h juste et 22 h 40 sur Molière Canal. Au revoir et portez-vous bien. Merci. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent.